Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Alors, dans les dernières vidéos, nous avons parlé de la découverte et de la conquête du Nouveau Monde, ainsi que de leurs conséquences. Dans la même période, entre le 15e et le 16e siècle, 14e et 16e siècle, l'Europe connaît de profonds bouleversements. La Renaissance, l'humanisme et les réformes religieuses. Aujourd'hui, nous allons parler de la Renaissance. D'abord, de quoi parle-t-on? La Renaissance, c'est une période de renouveau artistique et culturel. Elle se base sur la redécouverte des sources antiques grecques et romaines. Elle se caractérise donc par la nouvelle expression, un nouvel usage de la représentation de la Bible et de la mythologie gréco-romaine. La mythologie gréco-romaine avait été abandonnée par l'Église, considérée comme païenne et donc ne pouvant pas être considérée comme bénéfique pour Dieu. La Renaissance exerce une influence considérable sur l'Europe par trois actes. Le mécénat des grands princes, les nouvelles techniques et l'affirmation d'un nouvel acteur culturel, l'artiste. Depuis l'Antiquité, l'art est un instrument du pouvoir, mais avec la Renaissance, ce fait prend une toute autre ampleur, une nouvelle importance. En effet, princes, rois et empereurs européens font appel aux artistes pour mettre en valeur leur pouvoir et l'exercer en tant que prince moderne, défenseur des arts et des lettres. Pour vous illustrer tout ceci, deux exemples. Laurent de Médicis, dit le Magnifique, à Florence, exerce le mécénat pour assurer et asseoir son pouvoir, ainsi que celui de sa famille sur Florence, qui à cette époque-là était encore une république bourgeoise. C'est le cas aussi de François Ier, roi de France 1515-1547, qui fait appel aux artistes pour asseoir son pouvoir sur le royaume. En conséquence, en appelant les artistes, ces souverains deviennent des mécènes, dans la continuité des rois normands de Sicile. Je vous ai parlé des rois normands de Sicile dans mon dernier cours sur, le Moyen Âge. En conséquence, ces souverains entrent en concurrence avec des mécènes privés qui, eux aussi, ont envie d'exercer un pouvoir politique. Le développement de ce mécénat, depuis la Sicile, favorise le développement de foyers artistiques. Cette découverte des sources antiques est très courante en Italie du Nord et cela a un impact un peu partout en Italie du Nord. D'abord à Florence, mais aussi à Pise, à Rome, à Milan, et ainsi de suite. La Renaissance est née en Italie du Nord au XIVe siècle du fait de la découverte de ces sources et de la traduction des textes. Par la suite, de nouveaux foyers se développent dans des territoires où des artistes italiens ont été invités. C'est le cas en France et en Provinces-Unies, la Flandre. La France, et plus exactement la vallée de la Loire, devient un foyer artistique, notamment avec l'arrivée de Léonard de Vinci en France sur invitation de François Ier. Il y a passé ces 3 dernières années.
1516-1519. Et avec ces nouveaux artistes, de nouvelles techniques apparaissent. Avec la redécouverte des sources antiques, on aboutit à un renouvellement généralisé dans les arts, déjà dans les thèmes évoqués. Jusqu'à présent, seule la Bible est évoquée dans les arts, que ce soit dans les récits ou avec les personnages de la Bible. Marie, Jésus, les apôtres, et ainsi de suite, très courant dans les églises romanes et gothiques. Avec la Renaissance, on reprend les thèmes de la mythologie gréco-romaine et des personnages de l'Ancien Testament. La mythologie grecque s'illustre dans certains tableaux. La naissance de Vénus et le printemps de Sandro Botticelli et d'autres statues comme Apollon, Dionysos et ainsi de suite. Et même Jupiter, ou Zeus si vous préférez le nom grec. On a aussi David de Donatello, le David aussi de Michel-Ange, ou aussi le Moïse de Michel-Ange. Avec ces nouveaux thèmes apparaissent un renouveau des techniques. Jusque-là, on utilisait des parchemins pour obtenir des croquis. Les parchemins, ce sont des peaux d'animaux morts sur lesquels on écrivait. On a l'exemple du vélin, qui est un parchemin de haute qualité, conçu à partir de peaux de veau mort-nés. À partir du XVe siècle, on commence à utiliser le papier, plus maniable et moins cher que le parchemin. C'est un nouveau support pour les croquis, mais aussi pour la peinture. Pas encore au XVe siècle, mais ça se développe au XVIe. Sans compter que de nouvelles techniques apparaissent avec des éléments scientifiques utilisés dans les arts. La perspective, le nombre d'or et les proportions. Les proportions apparaissaient déjà dans certaines statues gothiques, mais c'est surtout à la Renaissance que ça s'impose. Cela s'illustre notamment dans la construction et la taille des statues. En plus de ça, un nouvel art apparaît, l'art du portrait. Je vais vous donner quelques exemples de portraits que vous retrouverez dans la peinture française. 3 grands portraits de rois de France. Jean II le Bon, XIVe siècle, Charles VII, XVe siècle, et François Ier, les années 1520. Et ce développement des nouvelles techniques est un phénomène européen, parce que ces techniques se diffusent au gré des appels et des commandes provenant de tous les royaumes et de toutes les principautés. Un exemple concret, Rosso Fiorentino et le primatrice ont été appelés par François Ier dans les années 1530 pour décorer le nouveau château de Fontainebleau voulu par François Ier. Si vous vous rendez pour visiter le château de Fontainebleau et notamment la grande galerie du château, vous retrouverez l'œuvre de ces 2 artistes. Vous verrez
tout un aspect technique précis et tout ce qui se réfère à l'art selon les commandes du roi. Et ce renouveau permet à un nouvel acteur de s'imposer au détriment de l'artisan médiéval, l'artiste. Quelques éléments permettent de distinguer l'artiste de l'artisan. Déjà, un artiste est formé dans un atelier dirigé par un artiste plus expérimenté. Un atelier est un lieu de rencontre entre des apprentis peintres, architectes, sculpteurs, savants et autres nouveaux érudits. Et ces apprentis apprennent les techniques de leur maître. Pour vous donner quelques exemples d'ateliers, on a celui de Verrocchio dans lequel Léonard a été formé, ainsi que celui de Léonard et celui de Michel-Ange. Chaque artiste a son propre atelier dès le moment où il est assez expérimenté. Mais au moment où les apprentis travaillent ensemble dans les ateliers, ils sont plus ou moins appelés à entrer en concurrence les uns avec les autres et à apprendre les uns des autres. Et apprendre également les techniques de leur maître. C'est ce que l'on trouve dans la perspective qui était monnaie courante dans l'atelier de Verrocchio. Mais en même temps, chacun exprime son propre style, signe ses œuvres. À cette époque-là, on signait son œuvre en appuyant son œuvre de son pouce. Et en plus de ça, l'artiste réalise son autoportrait. Vous trouverez des autoportraits de beaucoup d'artistes. Verrocchio, Léonard, Michel-Ange, Raphaël et tant d'autres. Les autoportraits ont continué d'exister bien après. Et ce qui caractérise chaque artiste, c'est qu'il a l'intention de réaliser une œuvre, voire un chef-d'œuvre. Et la créativité qui se développe, les techniques, les nouvelles méthodes faites, tout cela constitue la créativité de l'artiste. Et en plus de ça, l'ambition de ses mécènes. Fusionner ces deux éléments, la créativité artistique et les ambitions des mécènes, et vous aboutissez à une politique de grands travaux. C'est ce que nous obtenons par exemple avec le pape pour la construction de la chapelle Sixtine, avec la commande de Jules II pour la nouvelle décoration du plafond de la chapelle par Michel-Ange, auprès de Michel-Ange, qui a pu peindre une énorme fresque entre 1508 et 1512. Dans toutes les œuvres, dans tous les tableaux et toutes les sculptures de la Renaissance, vous verrez toujours l'homme mis au premier plan. C'est la mise en avant de l'homme et le fait que l'homme soit le centre de toutes les attentions et soit idéalisé par les artistes fait partie des bases de ce que l'on appelle l'humanisme. Je vous en parlerai de l'humanisme dans ma prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la Renaissance vous a plu. Si vous avez envie de voir de vos propres yeux les faits
et les œuvres de la Renaissance et et si vous avez envie de comprendre encore davantage, n'hésitez pas à vous inscrire aussi vite que possible et dans les meilleures conditions pour visiter le Louvre ainsi que d'autres ouvrages. Vous achetez des ouvrages sur les artistes ou pourquoi pas essayer de visiter les grandes villes d'Italie du Nord. Florence, Rome, Pise, Venise. Et vous comprendrez peut-être un peu mieux ce dont j'ai essayé d'expliquer le plus humblement et le plus simplement possible. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.